Retourner la parole au professeur Kitty. Donc, vous pouvez ouvrir votre micro pour prendre la parole, professeur Kitty. Bon, merci beaucoup. Vous me recevez, j'espère. Oui, très bien. Oui. Alors, je veux axer mon intervention sur deux points. D'abord, les événements du dimanche passé, la tentative de coup d'État que certains ont abordé, et puis revenir sur la décision de la Cour constitutionnelle qui a déclaré conforme à la Constitution la loi de révision constitutionnelle du 15 novembre 2025. Sur le premier point, il est à rappeler aux Béninois que dans la Constitution du 11 décembre 1990, dans le préambule, le peuple béninois a réaffirmé son opposition fondamentale à tout régime politique fondé sur la confiscation du pouvoir et le pouvoir personnel. Le coup d'État est une confiscation du pouvoir par les militaires. Donc, la Constitution du 11 décembre 1990, dans son préambule, s'oppose à la prise du pouvoir par un coup d'État. Et à l'article 2 de la même Constitution, il est dit que le, le principe de notre pays, la République du Bénin, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Ça veut dire que celui qui aspire à diriger doit être désigné par le peuple. Et la souveraineté appartient au peuple. C'est l'article 3. Et dans l'article 4, le peuple exerce ses souverainetés par ses représentants élus et par voie de référendum. C'est très important de le savoir et c'est la raison pour laquelle dans tout régime démocratique, ce sont les civils qui tiennent le pouvoir politique. Les militaires n'ont pas pour rôle de conquérir et d'exercer le pouvoir politique. Leur rôle, c'est d'assurer l'intégrité du territoire national. C'est la raison pour laquelle, quand il y a eu des attaques djihadistes au nord du pays, ils ont été déployés et en période de paix, ils restent dans les camps. Et dans la Constitution du 11 décembre 1990, il est écrit à l'article 64 que tout membre des forces de défense et de sécurité publique qui désire être candidat aux fonctions de président de la République doit au préalable donner sa démission des forces de défense et de sécurité publique. Dans ce cas, l'intéressé pourra prétendre au bénéfice des droits acquis conformément au statut de son corps. Donc, notre constitution n'admet pas la conquête du pouvoir par les militaires, la conquête et l'exercice du pouvoir par les militaires. Et l'article 66 est clair. L'article 66 est clair. L'article 66 dispose qu'en cas de coup d'État, de putsch, d'agression par des mercenaires ou de coup de force quelconque, tout membre d'un organe constitutionnel a le droit et le devoir de faire appel à tous les moyens pour rétablir la légitimité constitutionnelle, y compris le recours aux accords de coopération militaire ou de défense existants. Dans ces circonstances, pour tout Béninois, désobéir et s'organiser pour faire échec à l'autorité illégitime constitue le plus sacré des droits et le plus impératif des devoirs. Donc, la 66 permet aux citoyens
de s'opposer à la prise du pouvoir par les armes et permet au chef de l'État, en cas de prise du pouvoir par les armes, de faire appel aux forces extérieures à travers la coopération militaire pour rétablir l'ordre constitutionnel. Et l'article 67 a précisé que le président de la République ne peut faire appel à des forces armées ou de police étrangères pour intervenir dans un conflit intérieur, sauf dans les cas prévus à l'article 66. Donc, c'est quand il y a putsch que le chef de l'État peut faire appel. Vous voyez? Et c'est ce qui s'est passé le, le dimanche dernier. Et je pense que nous devons apprendre à connaître ces articles. C'est très important. La Constitution parle de l'éducation à la connaissance de la Constitution, mais ce qui n'est pas bien fait dans notre pays. Ces articles sont très importants à rappeler à tous les Béninois. Les querelles politiques, les différents politiques doivent trouver leur solution dans le règlement prévu par la Constitution, dans la procédure prévue par la Constitution, et non dans la prise du pouvoir par les armes. Et c'est en cela que on interpelle les différents responsables à la tête des institutions de la République, surtout la Cour constitutionnelle. Je le dis parce que il y a la professeure Concepcia Ouensou qui a été présidente de la Cour constitutionnelle et qui disait que la Cour constitutionnelle, c'est le chien de garde de la République. Lorsqu'elle arrive à se dresser contre les gouvernants, je pense qu'ils sont disciplinés. Mais lorsqu'elle arrive à faire le jeu des gouvernants, je pense que la République vacille. Et c'est ce à quoi nous assistons progressivement dans notre pays. Et je vais enchaîner avec la loi de révision de la Constitution du 15 novembre 2025. C'est vrai que les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont pas susceptibles de recours. C'est vrai. Nous l'acceptons ainsi. C'est la raison pour laquelle la Constitution a prévu une certaine compétence pour ses membres qui doivent être désignés, les professeurs d'université, les magistrats, les avocats, qui sont les défenseurs des droits de l'homme et des libertés publiques. Vous voyez, il y a 7 membres. Et dans les 7, vous n'avez que 2 personnalités de grande réputation professionnelle qui peuvent ne pas être des juristes. Mais le reste là, 5 sont des juristes. 5 sont des juristes. Vous avez des universitaires, vous avez des avocats, vous avez des magistrats. Tout au moins, vous avez 3 magistrats. 3 magistrats. 3 magistrats tout au moins. C'est bien dit dans la Constitution. Et donc, ceux-là doivent veiller à ce que les droits humains, les libertés publiques qui sont garanties par la Constitution soient préservés, soient protégés. Et c'est la raison pour laquelle dans la Constitution, il est dit que lorsque la Cour constitutionnelle est saisie et qu'elle se rend compte que il y a violation des droits de l'homme, elle se saisit d'office. C'est bien dit dans la Constitution. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Constitution du 11 décembre 1990 accorde une importance particulière au respect des droits de l'homme. Mais
la révision qui vient d'être validée par la Cour constitutionnelle participe à la violation des droits de l'homme au fond, parce que la trêve politique qui y est instituée est une restriction grave des libertés publiques. Dans un état de droit, il ne peut pas avoir de trêve politique du moment où, dans la même constitution, il est dit que les partis politiques animent la vie politique et participent à l'expression des suffrages. La trêve politique participe à la restriction non seulement des droits des partis politiques, mais également des droits des citoyens et des libertés publiques. Moi, j'ai été surpris. Je n'ai pas encore lu la décision, j'ai été surpris quand j'ai appris hier nuit que cette loi de révision de la Constitution a été déclarée conforme à la Constitution du 11 décembre 1990. J'attends de lire la décision pour comprendre les motivations par lesquelles le juge constitutionnel a déclaré cette loi de révision conforme à la Constitution. Pour finir, au plan politique, on se rend compte aujourd'hui que ce qui divise fondamentalement au Bénin, c'est la volonté du gouvernement de remettre en cause le consensus national. Or, quand vous observez bien, ou bien quand on observe bien l'histoire politique de notre pays, on se rend compte aisément que la base des difficultés d'instabilité qu'on a connues de 1960 à 1990, c'est l'absence de consensus national. Et c'est la raison pour laquelle la Cour constitutionnelle avait dégagé en 2006 le consensus national comme un principe à valeur constitutionnelle. Le consensus national parce que le Bénin tel qu'on le voit aujourd'hui là, c'est un regroupement sur un territoire et dans lequel vous avez plusieurs groupes ethniques. Vous avez plusieurs micronationalités. Vous avez plusieurs anciens royaumes. C'est comme ça que la République du Bénin a été formée par le colon. Et donc, il faut trouver un consensus pour pouvoir progressivement former une nation. Vous voyez, on a un État créé par le colon avec de micronationalités. Il faut trouver un consensus pour former une nation. Et la Constitution du 11 décembre 1990 est l'expression de ce consensus du moment où c'est à la conférence nationale qui a réuni des Béninois du nord au sud, de l'est à l'ouest, que ce consensus a été trouvé. Observez bien, à partir de 2016, quand le président Talon est arrivé, et en 2019, la loi de révision de la Constitution a été adoptée, validée par la Cour constitutionnelle. Il y a eu rupture de ce consensus. Et depuis 2019, on est rentré dans une période d'instabilité avec l'organisation des élections à concurrence amicale ou à concurrence limitée. Vous voyez? Donc, moi, je pense que la Cour n'a pas tiré leçon de tout cela pour pouvoir rejeter cette loi de révision de la Constitution. Elle a continué dans la validation de la remise en cause
de ce consensus national. C'est de manière progressive que la nation, telle que la Constitution du 11 décembre 1990 l'a voulu, là, sera construite et non par la force. Le fait de remettre en cause ce consensus national et de vouloir construire une nation par la force est dangereux. Je l'ai dit lors d'une émission, que c'est dangereux. Je le dis et je le répète que c'est dangereux. Et toutefois, même si la Cour a validé cette loi de révision de la Constitution, les contestations qui doivent avoir lieu doivent l'être dans le respect de la légalité. Je ne pense pas que la force puisse être la solution. Je le dis parce que quand vous regardez les années 90 et depuis début 2000, année 2000, vous vous rendez compte que la situation n'est pas la même. Déjà, en Afrique de l'Ouest aujourd'hui, il y a une menace terroriste qui existe. La remise en cause de l'État par le bas. Vous voyez? Il y a une menace terroriste qui existe. Dans cet environnement-là, il n'est pas bien qu'on assiste à une remise en cause par le haut. Déjà, il y a une remise en cause par le bas à travers des incursions djihadistes. Une remise en cause par le bas, par le haut, à travers la prise du pouvoir par l'armée, va contribuer à désorganiser davantage, à déstabiliser davantage l'Afrique de l'Ouest. Et puis, on ne doit pas perdre de vue, comme je l'avais dit dans l'intervention précédente, qu'il y a une lutte géopolitique en Afrique de l'Ouest. Vous avez les démocraties autoritaires qui se battent contre les régimes militaires dictatoriaux qui s'installent. Les régimes militaires dictatoriaux qui s'installent, c'est l'AES, avec le Niger, le Mali, le Burkina Faso et ses alliés. Et vous avez maintenant les démocraties autoritaires qui existent surtout dans les pays francophones et qui ont le soutien de la France. Les régimes dictatoriaux militaires se prévalent du soutien de la Russie, du soutien de la Chine, même si la Chine diversifie ses partenaires, et d'autres régimes qui leur ressemblent. Donc, il y a une lutte géopolitique en Afrique de l'Ouest qui est à la base de cette tentative de remise en cause du pouvoir, de remise en cause de l'État par le haut. Les institutions à l'interne qui sont en charge de la régulation du pouvoir politique, de la gestion du pouvoir politique, doivent tenir compte de cette réalité pour réguler et gérer le pouvoir politique, pour que dans les pays dans lesquels il n'y a pas encore une remise en cause par le haut, cette remise en cause n'arrive pas. Et je pense que c'est ce à quoi moi j'appelle le président de la République, le président Patrice Talon, à tenir compte. Il faut qu'il tienne compte de cette situation géopolitique en Afrique de l'Ouest et aller de manière douce. C'est-à-dire que l'événement du dimanche passé ne doit pas l'amener à se radicaliser. L'événement du dimanche passé doit l'amener à se remettre en cause et à tenir compte de cette situation géopolitique, de l'histoire politique de notre pays
et à rechercher désormais le consensus national avant de partir pour que la paix telle qu'il est venu la trouver puisse régner au Bénin et continuer de régner après son départ. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Kilti. Je vais permettre à M. Mission de prendre sa motion parce qu'il a levé sa main, ça fait un moment. Et puis, après ça, je vais vérifier avec Mme Georgia si elle souhaite prendre la parole. OK, M. Mission, allez-y. Ok, merci. Je voudrais réagir à propos de l'intervention de M. Kitty tout à l'heure. Je le remercie donc d'avoir rappelé quelques articles importants de la Constitution de 1990. Mais je voudrais aller un peu plus loin et compléter de façon factuelle pour montrer que, en fait, on est dans une situation où les vœux pieux risquent de ne plus avoir aucune incidence sur ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui. Rappelons que dès 2016, les parjures de Patrice Talon se sont multipliées. À partir de 2019, nous avons connu successivement ce que j'appelle, et que beaucoup d'observateurs appellent, des coups d'État institutionnels. Qui d'ailleurs, il y a un qui est la révision, donc Halloween, toujours en novembre, en octobre, fin octobre, 1er novembre, de révision de la Constitution, tout en faisant fi du consensus national. Un peu en arrachant donc les prérogatives de notre peuple. Je pense qu'on peut légitimement, à partir de là, dire que Patrice Talon a commencé à la démocratie dans notre pays. Or, tout le rappel que le professeur Kitty vient de faire a, de façon implicite, suppose qu'on est encore dans un contexte de démocratie. Et malheureusement, je viens de le montrer, notre pays est sorti donc du contexte donc, de la démocratie. Et donc, dans ces conditions, peut-on encore parler de l'égalité lorsque c'est la volonté du dictateur qui fait loi, de toutes les lois scélérates qui pleuvent sur la tête donc, des populations du Bénin depuis 2019? On se rappelle encore des assassinats de l'armée qui a reçu l'ordre de tirer sur les foules à Cotonou, à Savè, entre autres, pour ne citer donc que ces villes-là. Je pense également que les éléments importants, les étapes importantes donc, de l'installation donc, du régime autocratique de Kérékou que nous avons évoqué tout à l'heure montrent bien que dans ces contextes-là, il est vain de faire appel au bon sens du dictateur. Parce que par définition, les dictateurs ne connaissent que la force. Ce qu'il faut ajouter tout simplement, c'est qu'ils se pensent tellement puissants que ce sont eux-mêmes qui accumulent le matériau qui va les faire sauter. Et souvent, une simple étincelle suffit donc pour tout faire sauter. Je rappelle entre autres historiquement, octobre 2014 au Burkina Faso. Après 27 ans de règne, le dictateur Blaise Compaoré, il a suffi qu'il veuille modifier un article de la constitution du Burkina Faso pour que tout lui saute au visage. Et bien sûr, en arrière-plan, il y a donc les luttes populaires nécessairement. Je pense que ce sont des éléments importants dont il faut tenir compte lorsqu'on fait appel au bon sens du dictateur qui est devenu non Patrice Talon. Et à ce titre, je pense que quelque part, nous devons interpeller aussi le concept même non de démocratie. Je voudrais rappeler que Hitler est arrivé au pouvoir par les urnes, mais nous avons vu ce qu'il a fait. Et donc, de ce point de vue-là, je dirais qu'il appartient aux chercheurs, mais également aux activistes, d'interroger donc le concept même non de démocratie, ce que certains appellent donc la démocratie libérale. On voit aujourd'hui ce qui se passe aux États-Unis, entre autres. Donc voilà un peu quelques compléments que je voudrais faire pour montrer que depuis 2019, au moins,
notre pays n'est plus est sorti donc du contexte donc, de la démocratie et qu'on ne peut plus faire foi à la bonne foi du dictateur Patrice Talon. Et les arrestations donc de masse qui débutent là montrent très bien donc que nous avons intérêt à appeler notre peuple à bander ses muscles pour repartir de nouveau au combat, pour en finir donc avec cette descente aux enfers qui a commencé depuis 2019. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Misséon. Madame Georgia, si vous m'entendez, si vous voulez prendre la parole, vous pouvez ouvrir votre micro maintenant. Voilà. Ah, Merci. OK. Merci. OK, allez-y d'abord, Madame Dossa, allez-y, c'est bon. Ah, j'ai entendu Dossa. Ah non, je disais Georgia. OK, allez-y, Madame Dossa, c'est correct. Après, on va prendre Madame. OK. Excusez-moi, Non, bon, non, non, c'est merci. bon, c'est bon, c'est bon. Ok, merci, merci. Bon, mais je pense que aussi bien les panélistes que les intervenants ont dit l'essentiel de ce qu'il faut aujourd'hui sur la situation, aussi bien dans notre pays que en frôlant celle de la sous-région. Mais moi, j'ai juste trois petits points à ajouter à tout ce qui s'est dit jusqu'à présent. Il faut que, en plongeant dans l'histoire et celle qui a amené à la Constitution de 1990, il faut qu'on sache que ce sont les insuffisances de cette Constitution qui ont pondu la deuxième dictature que vit notre peuple aujourd'hui au Bénin. Si on n'avait pas, si on avait terminé le travail, on ne serait pas là aujourd'hui. Le travail a été fait à moitié. Donc, la prochaine fois, on saura jusqu'où il faut aller fermer la porte au lieu de la laisser entrebâillée. Mon deuxième point concerne les coups d'État. Euh, je remercie M. Kitty d'avoir rappelé un certain nombre d'articles. Des articles qui permettent de comprendre ce qui se passe, comment chacun l'utilise, et surtout comment la Cour constitutionnelle agit. Euh, Est-ce qu'on pouvait s'attendre à ce que des personnes qui réfléchissent, qui vivent, qui respirent et réfléchissent, valident cette révision du 14 novembre? Moi, je ne pense pas. Et s'ils ont agi sous pression, sous la peur, parce qu'il y a beaucoup de peur déployée par le nouveau dictateur, mais est-ce qu'on peut valider une telle constitution? Ils l'ont fait. Peut-être que c'est des rumeurs, j'en sais rien. On attend donc la confirmation officielle pour voir si vraiment ils ont fait ça. Les Oui, gens pouvaient... Madame de Saïs, ça a été fait. Moi, j'ai eu la décision. Ça a été fait. Oui, 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 la Cour constitutionnelle a validé, oui. Bon, maintenant, je ne sais pas s'ils l'ont fait pistolet sur la tempe. Sauf que, franchement, bon, ça ne peut pas passer. Ils le savent bien. Et s'ils l'ont vraiment validé, on verra la suite par la réponse de notre peuple. Le troisième point concerne la situation géopolitique actuellement dans la sous-région de notre pays. Je regrette que Monsieur Kitty n'ait pas développé mieux les différents points qu'il a évoqués. Il a parlé de la dictature militaire en citant l'AES. Et il a parlé aussi de la dictature autocratique telle, moi je dis, le cas de Faure et j'ajoute au talon tous ceux qui falsifient leur constitution
pour pouvoir s'éterniser au pouvoir. Mais ce qui est important à soulever, est-ce que M. Kitty ne voit rien à travers ce qui se passe dans notre sous-région? Moi, je pense que ce que nous voyons là, il ne fallait pas seulement dire les États de l'AES sont alliés derrière ou ont le soutien de la Russie, de la Chine, et les autres ont le soutien de... Non, c'est pas comme ça il faut voir les choses. Il faut voir les choses du point de vue de l'éveil des peuples. C'est fini ça. L'éveil des peuples, c'est ça qu'il faut voir. Et ceux qui sont dans l'AES, comment ils travaillent? C'est dans l'intérêt de leur peuple ou ils continuent de brader leur pays pour ceux qui les ont pillés jusqu'à aujourd'hui? C'est comme ça qu'il faut analyser les choses. Peut-être que moi, je ne suis pas dans les droits, je n'ai pas fait droit, mais en voyant ce que les gens réalisent, on peut dire qu'ils travaillent dans le sens des intérêts de leur peuple. Qu'ils soient soutenus par la Chine, par la Russie ou par euh, les Indes ou les BRICS, je ne sais pas qui, c'est les résultats que les gens doivent regarder. Et en regardant les résultats qu'ils produisent, je pense, moi, que l'éveil des peuples est en route. Et cet éveil-là est irréversible. À partir de maintenant, on ne peut plus faire les analyses de manière classique comme M. Kitty l'a fait. Il manque quelque chose à cette analyse. Merci. OK, merci beaucoup. Donc, Madame Georgia peut prendre la parole maintenant. Ah, j'espère qu'elle est toujours là. Oui, elle est là. Monsieur Jossou, donnez-moi une minute si c'est pas trop vous demander. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui, oui, très bien. Bonjour tout le monde. Euh, je suis le live et j'avoue que j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris. Il y avait ces détails-là que je ne savais pas, par exemple, l'évasion de masse de ces membres-là de CRPD, de PCB. J'ai beaucoup appris. Je vous remercie. Je suis une gamine. Et à cette époque, je me souviens, je devais avoir 4 ou 5 ans, mais je me souviens que je tenais aussi un pancarte et j'étais dans les rues et tout ça. Je me souviens de ces détails-là. Je me souviens de combien c'était difficile, surtout les années 89 après la chute de l'URSS et tout. Et je suis un peu étonné que nous nous limitons au Bénin que les détails de Madame Dossa que j'ai adoré. Et ces détails ne sont pas allés au-delà du Bénin. Parce que quand même, il y avait une idéologie qui était véhiculée par que c'était le communisme à l'époque. Et il y a eu la chute de l'URSS. Je voudrais bien connaître un peu les effets de cela sur le Bénin, ça c'est un. Et deuxièmement, je voudrais demander au frère qui vient d'intervenir, franchement, je me suis un peu ennuyé parce que là, c'est les news. Et quand bien même c'est dégoûtant d'entendre qu'on a retouché à notre constitution et le monsieur Dossa et Robert Dossa, tout honteux va jusqu'à valider cela. C'est vraiment honteux. Donc, si on peut séparer la conférence, si on peut nous parler beaucoup plus de ce qui nous a amené à la conférence de 90, comme Madame Dossa l'a fait, c'est très intéressant. Et ça explique beaucoup de choses. On comprend mieux maintenant pourquoi nous en sommes là. Et si vous pouvez mieux nous donner plus de détails là-dessus, ça va franchement aider la jeunesse d'aujourd'hui. Merci. OK, merci beaucoup. Donc, juste pour rappeler que à l'ouverture de cette conférence, on a fait, pour se répéter, une conférence inaugurale. Donc, on a eu 3 interventions et ces interventions nous ont permis déjà de vraiment mieux comprendre comment les événements du 11 décembre 1989 ont été préparés et comment la lutte populaire et la lutte citoyenne ont permis d'arriver à ce résultat du 11 décembre 1989. Donc, toujours au cours de cette conférence inaugurale aussi, on a parlé longuement aussi du 11 décembre 1990. Donc, je sais que Mme Georgia n'était pas là au début, mais je vais vous envoyer quand même l'élément vidéo parce que je suis en train de l'enregistrer et c'est diffusé aussi en direct sur YouTube pour peut-être réécouter le début où on est allé vraiment dans les détails de Ah ces oui, événements-là. j'ai écouté. J'étais d'abord sur YouTube et je suis arrivé par Zoom. J'ai bien écouté. Et c'est ça, OK. c'est très
Je voudrais même qu'on continue dans ce sens, plutôt que de parler de l'actualité de ce qui se passe. Parce que c'est intéressant aussi, ça c'est un autre débat. Là, la qu'on me dise qu'on est validé cette constitution honteuse là, c'est que ça, c'est un boom. On vient encore propulser d'autres coups d'État. Donc, en tout cas, merci à vous et je suis à l'écoute. Ok, merci beaucoup. Donc, les amis, on avait prévu 3 heures pour cet événement. On est en train d'épuiser le temps imparti à cet événement. Donc, je ne sais pas si il y a encore des amis qui souhaitent prendre la parole, mais ça va être vraiment de façon ramassée et puis on va pouvoir mettre fin à cette rencontre, à cette conférence inaugurale. J'avais prévu, avant que Monsieur Misseron nous me propose cette initiative, je pensais plutôt qu'on allait organiser une activité comme ça autour de la révision de la Constitution. Donc, j'étais dans cette idée-là quand M. Misseron m'avait appelé pour me proposer euh, de faire un événement sur cette date historique. Donc, on peut toujours revenir sur cette révision de la Constitution dans un autre dans un autre live ou bien dans une autre rencontre, peut-être après les fêtes, parce qu'on n'a que 2 semaines maintenant, avant les fêtes de fin d'année, et puis les gens n'auront peut-être pas la tête à ce débat, mais c'est quand même important de revenir sur euh, la décision de la Cour constitutionnelle. Aujourd'hui, la Cour constitutionnelle a balayé tous les recours contre, euh, aussi bien sur la forme et sur le fond de ce qui a été fait, notamment dans la nuit du 14 au 15 novembre. Donc, je vais peut-être essayer avec M. Misseron et les autres de voir peut-être en janvier si c'est possible qu'on revienne sur cette révision de la Constitution et les impacts que ça a à court et à long terme sur la vie des Béninois. Puis, si vous êtes disponible, le message, on va le ventiler et puis vous pouvez venir. On pourra en parler, continuer à réfléchir par rapport à ces événements-là. Donc, moi, je ne vois plus d'autres, mais ce que je peux faire à la rigueur, c'est de laisser le mot de fin peut-être à M. Misseron. Je ne sais pas si, professeur Kitty, vous avez encore quelques éléments. Professeur Kitty, vous êtes encore là? Oui, je vous suis. OK. Moi, Donc, je oui, je vous voudrais vous laisse la remercier. parole si vous avez des derniers éléments à compléter et en même temps pour votre mot de fin. Oui. Bon, ce que je voudrais ajouter, bon, pour ceux qui me connaissent, moi, je suis foncièrement contre la prise du pouvoir par les armes. Je le dis et je l'ai toujours dit depuis plusieurs années quand j'échange avec les amis qui pensent à ça, je leur dis, je suis contre parce que c'est un saut dans l'inconnu. Très souvent, les militaires, quand ils prennent le pouvoir avec un discours qui enchante. Mais avec le temps, ceux qui sont enchantés déchantent. Et depuis quelques années, on se rend même compte que quand ils prennent le pouvoir, soit ils y restent pendant longtemps, soit ils se reconvertissent en civils, organisent des élections non concurrentielles pour se maintenir au pouvoir. C'est ce qu'on observe en Guinée. Au Niger, au Burkina, au Mali, on a des militaires qui sont là à durée indéterminée. Je pense que la souveraineté appartient au peuple, comme je l'ai dit tout à l'heure. Le peuple doit exprimer cette souveraineté à travers le choix de ceux qui doivent le diriger. L'AES tel que les gens la voient est différente de ma conception. Moi, je pense que ce n'est pas les réalisations qu'il faut regarder. Si on va regarder les réalisations de l'AES, on n'a rien alors à reprocher au président Patrice Talon si on doit regarder les réalisations de l'AES. Parce que le discours reste le même, le développement. Non, ça d'abord, regardez au Burkina Faso, vous avez des avocats qui sont emprisonnés, vous avez des citoyens qui sont en exil, vous avez des citoyens qui sont enlevés, même chose au Mali, même chose au Niger, en Guinée. En Guinée. Voilà. La démocratie, c'est d'abord le respect des droits humains, la garantie des libertés publiques. C'est le respect des droits humains, la garantie des libertés publiques
qui permettent aux citoyens de s'exprimer, de choisir librement ceux qui doivent diriger et d'apporter leur contribution à la construction de leur pays. Les droits humains et les libertés publiques ne sont pas garantis. C'est une pensée unique qui s'installe. Et c'est ce qu'il y a aujourd'hui au Mali, c'est ce qu'il y a au Burkina, c'est ce qu'il y a au Niger. Je pense que c'est ce que la Constitution, dans sa révision du 15 novembre 2025, risque d'apporter au Bénin. Mais pas pour autant qu'il faut espérer une prise de pouvoir par les... Non, pas du tout. Il faut continuer le combat de manière pacifique et espérer persuader ceux qui sont au pouvoir que la voie dans laquelle ils s'engagent, ce n'est pas ça qu'il faut pour notre pays. Si on regarde dans le rétroviseur et on voit ce qui s'est passé par le passé, ce pourquoi le pays a été déstabilisé par le passé, c'est parce qu'il n'y avait pas un consensus national autour de la voie qu'il faut emprunter. Ce consensus qu'on a trouvé à la conférence nationale doit être préservé. Alors, je vous remercie de m'avoir invité à partager mon opinion avec les autres membres du panel que je remercie et je vous souhaite bonne fête de fin d'année dans l'espoir qu'on va se revoir pour d'autres échanges. Merci beaucoup, professeur Nathaniel Kitty. Je rappelle que le professeur Kitty est chef département des sciences politiques à l'Université d'Abomey-Calavi. Donc, merci beaucoup pour votre disponibilité. Donc, j'avais reçu aussi le professeur Kitty il y a quelques semaines sur l'actualité politique de façon beaucoup plus générale. Donc, la vidéo, elle est disponible sur ma chaîne YouTube Biafrica Web TV pour ceux qui n'ont pas eu le temps de regarder cette vidéo-là. OK, donc j'ai deux mains. Madame Dossa d'abord et puis ça va être Monsieur Missemo après. Madame Dossa, allez-y, on vous écoute. Merci, merci, merci. Alors, je ne sais pas, je ne connais pas le professeur Kitty. Je suis enchanté de le découvrir et de faire sa connaissance. Et je voudrais lui dire que ce qui se passe actuellement sur notre continent, ça donne la fierté. Parce que c'est ceux-là, il y a coup d'État et coup d'État. Et ceux-là, les trois là, qu'il a cités, de l'AES, ils sont en lutte pour reconquérir leur souveraineté. Et ça, c'est indéniable, ça se voit, ça s'entend, ça se voit, tous les jours. Maintenant, le travail qu'ils sont en train de faire chez eux, c'est quoi la suite? La suite, c'est qu'ils donnent, à part les peuples de l'AES qui, à partir de leur souveraineté, ont reconquis leur dignité et leur fierté, par la même occasion, il y a beaucoup d'Africains qui se voient à travers cette reconquête de la souveraineté qui leur donne la confiance et la dignité, la fierté aussi, pour des peuples qui ont été méprisés, piétinés pendant des siècles, et pensant que vraiment jamais rien ne changerait, et qu'on voit maintenant sous nos yeux ce changement. Ce n'est pas des routes comme au Bénin, non. J'ai été au Burkina Faso. Ce n'est pas les routes. Les routes ne sont pas encore commencées. Mais on a attaqué le bien-être du peuple. Le bien-être du peuple d'abord. Les indices de développement, quand on cite les indices de développement, ce n'est pas les routes qu'on cite. Les routes peuvent venir dans le développement, mais ce n'est pas en premier. Dans ces trois pays-là, je n'ai pas encore été dans les autres, mais celui où j'ai été, qui est décrié contre tout, c'est celui de Traoré. Moi, j'ai vu ce qui est en train d'être fait dans les intérêts du peuple de Burkinabé. Donc, il pose des actes qui nous rendent fiers. En tout cas,
Je ne connais pas le cas de M. Kiki, mais moi, je suis fière de ce que je vois, ce que j'ai vu, ce que j'entends, ce qu'ils font. Est-ce que vous êtes fiers de ce qui se passe au Bénin aujourd'hui, là? Est-ce que c'est la souveraineté que le mécontentement entraîne des actes et qu'on aille chercher trois armées étrangères pour venir assainir la situation? Attention quand même. Hein, moi, je pense que il faut revoir nos textes. Hein, on a été à l'école. On a été à l'école, on a appris, on a été formé par l'Occident. Notre école, notre éducation n'a pas beaucoup de reflets des réalités de chez nous. Mais maintenant, là, il faut adapter nos connaissances aux réalités de chez nous. Il faut sortir du chemin battu de ce qu'on a appris dans les documents et il faut ouvrir les yeux. Donc, moi, je serais ravie de rencontrer prochainement M. Kiki. Je vous remercie. Monsieur Diassou, Oui, oui, professeur Kitty, oui. vous savez, je vais raconter une petite histoire. Ah, c'est Madame Dossa, vous avez dit, hein, si vous permettez une petite histoire, juste Ok, 2, 3 allez-y, minutes. oui. Mhm. Cette histoire m'a été racontée par l'un des acteurs de la conférence nationale. Madame, vous savez, cet acteur me disait ceci, que quand ils étaient en exil, il y avait deux camps qui s'opposaient. Il y a ceux qui disaient qu'il fallait combattre le président Mathieu Kérékou jusqu'à le faire partir par la force. Il y a l'autre qui disait non, il faut dialoguer avec lui, discuter avec lui et le persuader que cette voie qu'il a empruntée en 1975 n'était pas celle qu'il fallait pour notre pays. Alors, les deux cas étaient divisés. Moi, l'acteur qui me l'a dit, il vit encore, c'était lors de mes recherches doctorales en sciences politiques. Et il m'a dit finalement, lui, il faisait partie du deuxième camp, c'est-à-dire ceux qui disaient qu'il faut dialoguer, qu'il faut discuter, le persuader. Et il a pris son courage à deux mains, il a décidé d'aller à Cotonou, d'aller rencontrer le président Mathieu Kérékou. Et il a été aidé par ses amis qui étaient présidents de la République et puis par le gouvernement français. Donc, cet acteur qui me parlait disait qu'en son temps, lui, il avait été condamné à mort par le président Mathieu Kérékou. Son gouvernement l'avait condamné à mort. Donc, vous voyez, condamné à mort qui dit, bon, il faut dialoguer, il faut discuter avec le bourreau et le persuader que la voie qu'il a empruntée n'était pas celle qu'il fallait pour le pays. Et finalement, il a dit qu'il était arrivé à Cotonou. Il a rencontré le président Mathieu Kérékou et il a discuté avec lui. Il a convaincu que la voie qu'il empruntait n'était pas celle qu'il fallait pour le pays. Il a dit que cet acte qu'il a posé a participé également, hein, au-delà de tout ce qu'on avait dit tout à l'heure, qui a contribué à l'organisation de la conférence nationale. Il a dit que cet acte qu'il a posé était un acte de courage de sa part et qui avait contribué aussi à l'organisation de cette conférence. Que finalement, à la conférence, il a revu ses amis qui voulaient combattre par la force et arracher le pouvoir par la force, qui n'y étaient pas arrivés après plusieurs tentatives, dont les mercenaires en 1977, le 16 janvier 1977, après plusieurs tentatives, n'y étaient pas arrivés. Donc, ne perdons pas de vue que les régimes autoritaires, les régimes démocratiques autoritaires dont je viens de parler, sont des régimes aussi organisés et aussi durs, avec des soutiens extérieurs. Donc, ce ne sont pas des régimes qui seront faciles à renverser. Et moi, je ne pense pas que la voie de la force soit celle qu'il faut emprunter.
Pour ma part, c'est la voie du dialogue, c'est la voie des échanges qui va permettre de convaincre ceux qui sont au pouvoir au Bénin actuellement que euh, cette voie dans laquelle ils se sont engagés n'est pas la bonne. Ça va prendre du temps. C'est vrai que la force permet de régler les problèmes rapidement. Si vous soutenez un régime militaire pour venir au pouvoir, vous ne savez pas quel est l'agenda des militaires. Vous ne connaissez pas leur agenda. Non, vous ne connaissez pas leur agenda. Voilà. Donc, par le dialogue, par la persuasion, vous pouvez espérer que lorsque celui qui est au pouvoir sera convaincu un jour que la voie qu'il a empruntée n'est pas la bonne, il pourra appeler tout le monde pour s'asseoir autour d'une table, pour discuter comme on l'a fait à la conférence nationale et revenir sur la voie qu'on avait abandonnée. Moi, je suis dans cette logique. Et c'est la raison pour laquelle je continue de dire que la prise du pouvoir par les armes au Niger, au Burkina Faso, au Mali est une violation de la souveraineté du peuple, de ces peuples-là. Il revient au peuple de choisir leurs dirigeants, il revient au peuple de mettre fin au pouvoir, au mandat des dirigeants par des élections régulières. Il ne revient pas à un groupe d'individus de prendre le pouvoir par les armes pour s'installer de force. Parce que quand ils s'installent, ils retournent toujours les armes contre les civils qui les ont soutenus. C'est ce qui s'est passé au Niger, c'est ce qui s'est passé au Mali et c'est ce qui se passe au Burkina Faso. Et partout où les militaires prennent le pouvoir, c'est ce qui se passe. Celui qui nous a raconté l'histoire de Kérékou tout à l'heure a parlé des acteurs qui ont pris le pouvoir avec lui en 1972, Aïpé, Asogba et autres. Après, Kérékou a retourné les armes contre ceux-là pour s'installer royalement. Alors que dans la démocratie, le mandat est limité, le nombre est limité, et tous ceux qui veulent prendre le pouvoir vont devant le peuple pour présenter leur programme et le peuple choisit en toute connaissance de cause à travers des élections libres, transparentes et concurrentielles. Merci beaucoup, M. Diossou, et je m'excuse parce qu'il y avait des mains levées avant ma prise de parole. Oui, oui, merci beaucoup. Monsieur Missérou, allez-y. Votre micro est fermé, Oui, monsieur Missérou. oui, je vous remercie donc de me donner la parole. J'espère que ce sera mon mot de la fin. Je voudrais remercier les panélistes et tous les participants à la présente conférence qui ont eu la sagesse de nous supporter pendant pratiquement 3 heures. Et je donne donc rendez-vous pour la suite, pour la révision constitutionnelle du 14 novembre 2025, lorsque, avec notre frère Jules Diossou, nous allons pouvoir reprogrammer une autre conférence pour cela. Je voudrais également dire que, en tant que secrétaire général adjoint du Creuset de la diaspora béninoise qui s'appelle UAPDB, Unité d'action patriotique de la diaspora béninoise, les coups d'État, quels qu'ils soient, ne font pas partie de notre charte. Et donc, de ce point de vue, nous devons dénoncer autant les coups d'État institutionnels, exemple ce que Patrice Talon est en train de faire dans notre pays, que les coups d'État militaires. Combat pacifique, il est difficile de demander à un peuple de mener un combat pacifique lorsque le peuple est soumis quotidiennement à une violence inouïe. C'est ce qui se passe au Bénin aujourd'hui depuis 2019 au moins. Et puis surtout, nous devons avoir conscience que le soulèvement populaire, insurrectionnel, dont nous avons parlé tout à l'heure, c'est un coup de force. C'est la violence induite par la répression que la dictature abat sur les populations. Et donc, de ce point de vue-là, le 11 décembre 1989 n'a pas fait exception. Remarquons au passage que pendant toute la journée du 11 décembre 1989, il n'y a pas eu une seule casse dans la ville de Cotonou. Parce que les manifestants avaient donc des sortes de garde-corps
qui dirigeaient donc le mouvement et qui faisaient rentrer dans les rangs ceux qui étaient tentés d'aller demander des comptes à des boutiquiers ou à des magasins, etc. Et je vais finir en disant donc la chose suivante. De mon point de vue, l'analyse de la situation dans les pays de l'AES risque d'être terriblement biaisée si on ne tient pas compte du fait que ces pays sont aujourd'hui des pays qui sont en guerre. En guerre, 1, pour sauvegarder l'intégrité territoriale de leur pays. 2, en guerre pour reconquérir leur souveraineté. On connaît trop bien la situation du Mali. Quand les forces spéciales maliennes arrivent à la porte de Kidal et que les forces françaises leur disent « Vous n'avez pas le droit d'entrer dans Kidal », cela a fait l'effet d'une bombe. Cela a fait le travail que les militants activistes auraient pu mettre donc des décennies à faire. Et en un clin d'œil, ces militants ont compris que la souveraineté de leur pays ne leur appartient plus. Et donc, de ce point de vue-là, on ne peut pas, comme ça, sans analyser en profondeur la situation réelle de ces pays-là et dire ce sont des militaires qui sont au pouvoir, ils ont enlevé donc les droits, ils ont un agenda particulier, etc. Je pense que ce sont des questions que nous devons, de façon fine, analyser donc de beaucoup plus près. Je vous remercie et je souhaite donc bon courage à tous nos compatriotes qui ont participé donc à la présente conférence. J'ai fini. OK, merci beaucoup. J'ai encore une main. Monsieur Kofi Ablon. Oui, moi aussi, je crois que ce serait mon mot de fin. Mais avant d'en arriver là, j'ai juste euh, une contribution à faire. Si, sous la dictature de Kérékou, s'il y a deux voies, et comme l'a mentionné le professeur Kitty, ceux qui veulent aller par la force pour renverser Kérékou et ceux qui veulent aller négocier avec lui, et que c'est ceux qui ont voulu négocier avec lui qui auraient remporté. C'est comme tout ce que nous sommes en train de dire en témoignant comme acteur de ce qui s'est passé, c'est comme si on ne nous entend pas. Bon, alors s'il avait ces deux voies-là, moi j'avais fait une intervention tout à l'heure, je disais que chaque événement a plusieurs causes et que la seule chose qui revient à faire, c'est la pondération des causes. Moi, je n'en élimine pas en disant que ça là, ça n'a pas joué. Mais ça a joué. Mais quel est son poids? Quel est son poids? C'est plutôt comme ça que moi, je pense que ça nous évitera de nous retrancher en disant non, 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 c'est comme ça, etc. Parce que quand il a parlé des deux voies là, moi, j'interviens pour dire dans ce cas, il y a une troisième voie. La troisième voie étant ceux qui ont dit non, nous n'allons pas, nous n'allons pas et soutenir ceux qui veulent faire un coup d'État. Non, nous n'irons pas demander, s'agenouiller, quémander et auprès du dictateur et d'être gentil, mais que nous allons travailler et à éclairer, sensibiliser, mobiliser, organiser le peuple qui souffre en lui disant voilà ce que le gouvernement t'impose. C'est des choses dont tu souffres. La seule manière de le faire, si le gouvernement ne veut pas changer, mais c'est de t'organiser pour arracher les droits les plus élémentaires que le gouvernement ne te reconnaît plus. Ça, c'est une voie. Et cette voie-là, en tout cas, il y a certains panélistes dont je fais partie qui ont largement expliqué comment cette voie-là aussi a prospéré jusqu'à la suite de Kérékou. Et ça, je tenais à le dire. L'autre élément que je vais ajouter dans mon mot de fin, c'est que le thème de la conférence était bien cadré. Hein. On voulait parler de ce fameux 11 décembre qui a deux significations dans notre pays. Et le professeur Kitty
dans l'une de ses interventions, avait bien parlé de ces dates qui sont des dates et marqueurs et marquants de l'histoire de chaque peuple. Mais nous, au Bénin, oui, le 11 décembre en est un. Mais malheureusement, l'évolution de la conférence, et je ne sais pas où ça, je ne peux pas parler de déraillement, mais est sorti un peu de son cadre. Et pour parler de ce qui se passe actuellement, de ceci, etc., alors qu'on a dit le 11 décembre, c'est de ça qu'on veut parler. Et d'ailleurs, c'est là où je rejoins Madame Georgia Aïbigan, et quand elle disait, oh, c'est la première fois que j'entends parler de cette date-là. Est-ce qu'on peut en dire plus? Mais malheureusement, après son intervention, ben, on a remarqué que tout le monde a parlé des décisions de la Cour constitutionnelle. Alors, c'est ce que moi, et, je regrette que tout le temps qu'on a eu à parler de 15, alors que même l'animateur a dit, oui, 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 et je pense même organiser un autre live sur ce sujet-là, mais ça n'a pas suffi et on a beaucoup utilisé le temps qu'on avait retenu pour parler de cette date-là, on l'a utilisé pour ces choses-là. Alors, c'est ça qui m'a un peu, bon, je ne dirais pas déçu, mais et, et le 11 décembre est tellement important et on ne finira jamais et d'essayer vraiment de faire comprendre. Ce n'est pas en 3 heures, ça a besoin même que les historiens nous écrivent des livres, etc., et beaucoup de livres et autour de ça. Et dans tous les pays du monde aussi, des dates marquantes comme ça, ce n'est pas une conférence de 3 heures qui permet de vraiment couvrir tous les aspects. C'est des livres d'histoire, etc., etc. Sinon, au final, j'ai beaucoup aimé l'initiative et je remercie encore ceux ou celui qui a eu l'idée et je remercie Biafrica d'avoir offert sa plateforme pour qu'on en parle parce que malheureusement, depuis 36 ans, et on en parle, mais chacun de son côté. Il y a ceux qui parlent de 4 et dès qu'arrive le 11 décembre, il y a ceux qui parlent de 11 décembre 89 et il y a ceux qui parlent de 11 décembre 90. Et c'est la première fois parce que je connais, j'ai traversé les 36 ans, et c'est la première fois que je vois qu'on essaie quand même d'amener à dire 11 décembre là. C'est important dans l'histoire du Bénin. Point. Et maintenant de dire pourquoi deux, etc. Et j'espère que les parties qu'on n'a pas pu aborder, que ces parties-là, peut-être dans d'autres occasions, on pourra organiser correctement encore et avec un encadrement plus serré et pour que les gens qui ont vécu ça, qui ont à apprendre à la jeunesse, effectivement, parce que les enfants qui sont nés et, et le jour même de ce fameux décembre 89, ils ont 36 ans et d'autres sont aux affaires à l'heure actuelle. Alors, donc, je vous remercie. Je remercie tous les participants qui ont eu l'indulgence de nous écouter. Peut-être qu'il y a des choses qu'ils n'ont pas aimées, mais le but ici de ne pas plaire, mais c'est essayer de dire euh, ce qu'on sait de ce qui s'est passé et surtout les gens qui ont été acteurs de parler de ce qu'ils ont fait. Et là, et sur ce, je remercie tout le monde et puis spécialement à M. Diossou, je dis merci pour ton initiative et merci pour ce que tu fais. Merci beaucoup, Monsieur Kofi Ablo. Donc, comme je l'ai dit plus tôt par rapport à la révision de la Constitution, je pense que l'idée, c'est d'instaurer carrément comme un dialogue mensuel. Donc, on peut dire dernier dimanche, non, dernier samedi du mois, on peut se voir, prendre un sujet majeur d'actualité et en parler, parce que la direction, avec la décision de la Cour constitutionnelle sur la conformité de cette révision-là, je pense que le Bénin
n'est pas sorti de la crise demain matin. Donc, les sujets qu'on vient d'aborder, ces sujets vont toujours revenir et d'autres sujets, on parle d'arrestation massive actuellement. Et on a assisté ou on a appris hier l'arrestation de Candide Azanaï. Et on a d'autres sujets qui sont là, qu'on traîne depuis des années, depuis 2019, et ces problèmes ne sont pas encore vidés jusqu'à présent. Donc, on va voir ensemble si on peut instaurer ce dialogue mensuel-là. Moi, je préfère toujours qu'on fasse un panel large comme ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc, des fois, je reçois des personnes ressources comme le professeur Kitty, mais je trouve quand même des occasions où on donne la parole à plus de gens, comme je le fais d'ailleurs sur mes panels TikTok, où je préfère que monsieur, madame, tout le monde, chacun vienne dire ce qu'il pense de la situation du pays pour élargir au maximum l'horizon. Donc, je vais quand même vous relancer quand on va prendre la date pour les prochains dialogues ou bien les prochains lives. Je vais vous informer pour que vous puissiez vous joindre à nous. Donc, j'ai vu que Madame Georgia, elle est revenue. Je ne sais pas si elle avait un élément à compléter. Elle était partie, elle est revenue. Georgia, est-ce que tu es là? 5 sur 5, je suis là. Et je vous remercie. Moi, je vous remercie sincèrement. Je ne vais pas vous garder longtemps. Je sais que vous êtes en train de fermer. Oui. Et je pense que ce serait mieux que vous m'envoyiez, comme vous l'avez promis, une copie de cette conférence. Parce qu'il y a, en tout cas, il y a de la matière. J'ai beaucoup appris. Merci. OK, merci beaucoup. Donc, pour un mot de fin, je vais redonner la parole à Madame Thérèse Wangwa. Donc, je vous ai fait écouter la première partie de l'élément audio qu'elle nous a envoyé, qui durait quand même 18 minutes, mais ceci, c'est seulement 3 minutes. Donc, on va redonner la parole à Thérèse Wangwa, Madame Thérèse Wangwa, pour nous dire en quelques mots encore comment elle a vécu ces événements-là et puis quel rapprochement elle fait par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui. Donc, j'avais positionné l'élément. Ceux qui sont aujourd'hui les acteurs de ce 11 décembre sont considérés par le pouvoir de Patrice Talon comme des ennemis du peuple. Ceux qui se sont battus, ceux qui ont donné leur jeunesse, leur vie, leur ambition pour sonner le glas de l'autocratie, du pouvoir du parti État. Voilà. On ne veut pas que la jeunesse les connaisse. On fait une guerre médiatique pour qu'on les oublie. On choisit plutôt, comme par exemple, de faire des semaines pour montrer que Feu Mathieu Kérékou est un exemple à suivre. Que dire des Baparapé, des Sinété, des Wanwa Thérèse, des Assez. Non, on n'en parle pas parce qu'on ne veut pas que la jeunesse suive leur exemple. Voilà la situation. Le peuple, le vaillant peuple du Bénin, qui a su, par son courage, sa détermination et sa bravoure vaincre l'autocratie, saura s'organiser, se battre pour vaincre l'autocratie actuelle. Et j'en suis sûr, nous, les acteurs du 11 décembre, nous sommes encore là. Même si certains sont morts, d'autres sont encore vivants, dont moi qui vous parle aujourd'hui. Il y en a beaucoup, plusieurs autres encore qui sont vivants. Nous n'accepterons jamais cette situation. Le 11 décembre 1989, j'y étais. Je demande à la nature de me prêter longue vie pour que d'autres 11 décembre, d'autres dates historiques comme le 11 décembre, j'y sois et j'y serai. Je vous remercie. OK, donc merci beaucoup à tout le monde, professeur Nathaniel Kitty.
Monsieur Missenron, Monsieur Kofi Ablo, les conférenciers et tous les autres qui ont pris la parole tout au long de cet événement qu'on a organisé ensemble. Donc, merci beaucoup pour votre disponibilité. C'est sûr que tout au long de la semaine prochaine, je vais reprendre l'élément coupé en petits morceaux pour une meilleure vulgarisation, pour que les gens puissent mieux écouter tout ce qu'on a dit ce soir et puis les leçons à tirer de ces deux dates historiques. Donc, merci à vous tous. Donc, je vais arrêter la conférence maintenant et on se voit sûrement en janvier pour d'autres questions d'actualité. Merci beaucoup à vous tous et bye. Et joyeuse fête à tout le monde. Oui,